Bonjour Patrick Croissando. Bonjour. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation et de venir faire un peu de pédagogie pour nous expliquer, nous réexpliquer encore les problèmes liés à l'inflation. Aujourd'hui, les derniers chiffres que l'on a font état d'un taux d'inflation sur 12 mois consécutifs de 5% en global, mais surtout de 10,6% sur l'alimentation. Or, on sait que les principales dépenses à Mayotte des habitants, c'est l'alimentation. Jusqu'où l'inflation va-t-elle continuer? Est-ce que dans les prochains mois, on aura encore les prix qui vont augmenter? Alors, effectivement, les chiffres, c'est cela, c'est 5% et 11%, enfin 10,6%, près de 11%. Juste un mot pour dire qu'au niveau national, 5% à Mayotte et 6% au niveau national, 11% sur l'alimentation à Mayotte, c'est 12% au niveau national. Donc Mayotte, et ça fait plusieurs fois qu'on le dit, oui, n'est pas, même s'il y a des particularités, la composition, vous l'avez dit, du panier moyen, de ce que l'on qualifie de panier, la consommation des ménages ici à Mayotte est un peu différente de ce que l'on constate en métropole. Et effectivement, le 10,6 est plus impactant peut-être ici qu'ailleurs. Même si, mais beaucoup de prudence autour de tout cela, parce qu'on le sait et on entend souvent, je l'entends régulièrement, hein, vous avez vu le kilo de tomates à 12 euros. Qui à Mayotte achète un kilo de tomates à 12 euros? Mais pas moi en tout cas. Voilà, ils sont bien rares ceux qui achètent le kilo de tomates à 12 euros. Donc il y a une culture, il y a des habitudes de consommation qui font que le 11% n'impacte pas nécessairement la totalité des Mahorais. Jusqu'où va-t-on aller, me demandiez-vous, jusqu'à quand en tout cas? Dans les prévisions que l'on peut faire aujourd'hui, nous pensons que le pic d'inflation, nous n'y sommes pas encore, on l'aura vraisemblablement, on le voyait il y a quelque temps de cela, je crois l'avoir dit, début 2023, on est plutôt, là on voit qu'il y a un retard, on est allé premier semestre 2023, plutôt fin de premier semestre 2023. Qui serait un pic d'inflation et derrière lequel on aurait un retour vers l'objectif, hein, je l'ai déjà dit, j'y reviendrai en parlant peut-être de politique monétaire, un retour vers l'objectif des 2-3%, enfin c'est 2% l'objectif, mais bon, oui. En tout cas ça sera sans doute une pente douce, donc on aura un pic, mais on ne va pas brutalement revenir à ce que l'on connaissait auparavant. On va avoir une pente douce encore sur 2023, donc 2023, et sinon, c'est encore, je pense que toute l'année prochaine, on aura ce type de prix. Voilà. Comment on va supporter ça? Parce que les salaires n'augmentent pas au rythme de l'inflation. Les habitants de Mayotte font maintenant des choix dans les magasins. Alors les plus pauvres, ça fait déjà un moment, mais même les classes moyennes aujourd'hui sont amenées à réduire les dépenses en réalité parce qu'elles n'ont plus les moyens d'acheter ce qu'elles voulaient comme avant. Pris dans son ensemble, une fois encore, avec prudence, et le pouvoir d'achat, effectivement, sera impacté, enfin je dis sera, parce qu'on n'a pas les chiffres encore sur 2022, sera impacté sur 2022. Pas dans des proportions très importantes, mais il sera impacté. Et alors ça, c'est le pouvoir d'achat moyen. Et on sait très bien que on n'a pas d'études précises sur les inégalités ou l'évolution des inégalités dans ces périodes d'inflation, oui. Mais on sait très bien qu'on va souvent vers, on écarte un peu les inégalités dans ces périodes. Donc les plus pauvres, effectivement, les plus modestes, on en a parlé, les classes moyennes commencent à être impactées, moins les classes les plus aisées qui, eux, n'ont pas d'impact sur leur pouvoir d'achat. Les salaires augmentent tout de même. On n'est pas encore, et on le disait la fois dernière, dans ce phénomène où les salaires augmentent et font augmenter les prix des entreprises et qu'on arrive dans cette fameuse boucle prix-salaire qui peut être dangereuse et qui est dangereuse d'une manière générale. Donc attention, enfin, l'augmentation des salaires, elle est là, mais ne suffit pas. Il y a malgré tout une résistance de la consommation. On le voit, on a quand même un certain nombre de chiffres qui nous montrent que, alors ce sont des indicateurs, mais les entreprises du commerce de détail ne nous annoncent pas de baisse de chiffre d'affaires. Donc, entre la perception, ce que l'on peut dire, il y a sans doute des achats qui se font différemment.
mais en volume et en quantité, les achats se font toujours. Donc, alors, voilà. Comment est-ce que vous nous l'aviez expliqué lors de vos précédents passages, la politique monétaire influence l'inflation, ou en tout cas tente de l'influencer pour l'atténuer, non pas la corriger, mais au moins l'atténuer. Quelles sont les orientations de cette politique monétaire de la France et des autres pays européens pour tenter de colmater le bateau qui coule? Le bateau ne coule pas, il faut me rassurer l'auditeur. Je trouvais l'image jolie. Oui, c'est vrai que non, on a un bateau qui est... Et c'est important, je crois, de le dire, parce que la confiance, dans l'économie en général, pour la conjoncture, la confiance, c'est un élément déterminant. Ça ira bien demain si vous avez confiance. Vous allez acheter si vous avez confiance. Donc, si on dit que le bateau coule, on aura peut-être un peu moins confiance. Bon, passons cet épisode nautique pour revenir sur la question de la politique monétaire. La politique monétaire, effectivement, elle a un objectif, c'est la stabilité des prix. Et ça, dans tous les pays. Alors, je vous dis en France et dans les pays de l'Europe, la politique monétaire, elle est commune à l'ensemble des pays ayant pour monnaie l'euro, c'est ce qu'on appelle l'eurosystème, qui compose donc les pays utilisant l'euro plus la Banque Centrale Européenne. C'est cet ensemble-là qui forme l'eurosystème avec une politique monétaire commune. Et ça, c'est important, c'est ce qui fait la solidité de notre zone. Toutes les banques centrales, la Fed aux États-Unis, au Japon, etc., ont ce même objectif de stabilité des prix. Et la stabilité des prix pour la politique monétaire, j'en parlais à l'instant, c'est une inflation autour de 2%. Et dans le monde, une fois encore, la Fed a le même objectif et d'autres ont le même objectif. 2%, pourquoi? C'est pour se donner une marge de manœuvre, je l'avais déjà expliqué. 2% d'augmentation des prix, c'est ce que l'on appelle, vous me dire, mais c'est pas la stabilité. Ça forme, c'est la stabilité puisqu'on a une croissance globale qui accompagne cette inflation. 0, c'est dangereux. 0, c'est dangereux parce qu'on peut passer dans cette zone inférieure à 0. Certains... Ou là, on régresse. Ou là, on est en phase de non plus d'inflation, mais de déflation. Et là, c'est un phénomène où la confiance entre principalement en jeu. Je reviens sur la confiance. Oui. Si vous savez que les prix vont baisser demain, vous allez attendre pour acheter. Oui, bien sûr, logique. Je ne vais pas plus loin, c'est logique. C'est assez mécanique tout ça. Hein. À l'inverse, une période d'inflation, ça peut être bénéfique puisqu'on se dit, oulala, ça va augmenter, il est temps que j'achète. On le voit aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Il y a une espèce de dynamique de l'immobilier et un certain nombre, ceux qui peuvent bien évidemment, le marché de l'immobilier, notamment de promotion immobilière pour de la location, en ce moment est très dynamique, y compris sur Mayotte. Donc 2%, comment on fait? Aujourd'hui on est à 6, on veut descendre à 2. On a un instrument, l'instrument principal à la main donc, des décideurs en matière de politique monétaire. Donc c'est le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, le Conseil des gouverneurs des banques centrales de l'Eurosystème, qui se réunit. Il s'est encore réuni hier et a pris une nouvelle décision d'augmentation du taux principal de refinancement. Qu'est-ce que cela veut dire quoi? Oui. Là, je vous regardais, je me dis, oh là là, qu'est-ce que le taux? Je ne suis même pas capable de répéter. C'est on parlait du prix de tomate, c'est le prix de l'argent. Et ça veut dire quoi le prix de l'argent? Quand vous allez emprunter dans une banque, la banque va elle-même devoir aller acheter de l'argent pour vous le prêter. Les banques n'ont pas des réserves d'argent, elles ont les dépôts. Certains déposent, vous avez de l'épargne, et avec cette épargne, elles peuvent prêter, mais ça ne suffit pas. On a structurellement dans notre modèle des crédits qui sont supérieurs aux dépôts. Donc elles vont acheter de l'argent. Et elles vont acheter de l'argent, et c'est principalement comme cela que se fait le financement de l'économie, que l'argent arrive dans l'économie. C'est par le biais des banques. Les banques vont se refinancer auprès de la Banque centrale à ces conditions. Actuellement, et les taux, rappelez-vous, quand on était dans cette phase avec une inflation très basse, on parlait de taux négatifs. Oui. Les taux négatifs. Donc les banques, quand elles déposaient de l'argent, elles se faisaient rémunérer par là. Quand elles venaient emprunter, elles empruntaient à un taux négatif. C'est plus la banque qui payait pour emprunter de l'argent, c'est la Banque Centrale Européenne qui les payait pour qu'elles viennent chercher de l'argent. C'est dans un monde qui fonctionnait à l'envers. Aujourd'hui, on est revenu dans un monde un peu plus normal. Donc, les banques viennent emprunter à cette... Et donc, ce taux de refinancement,
qui est décidé régulièrement, il va conditionner le coût du crédit. Bah oui, puisque évidemment la banque va refacturer le prix d'achat plus une marge. Plus une marge, le risque notamment, hein, c'est le coût ce qu'on appelle le coût du risque notamment, et puis son coût de fonctionnement, c'est une entreprise. Bien sûr. Donc les crédits vont augmenter, ce sont les crédits immobiliers, ce sont les crédits consommation, et d'une manière générale, tout cela va augmenter. Les entreprises qui investissent, oui. Ça va leur coûter tout ça un peu plus cher, donc ça peut aussi entraîner ce phénomène de répercussion sur l'ensemble des acteurs économiques. Donc le principal instrument, c'est ça. Il a augmenté depuis juillet dernier, donc il a augmenté de 0,5 points. Hier, c'était la dernière décision, il arrive à 2%. Ce taux de refinancement. Nous l'avions annoncé, le gouverneur de la Banque centrale l'avait annoncé, c'est une étape. Depuis juillet, il est passé de moins 0,25 à 2. Montée très rapide. L'idée, une fois encore, pour tenter de l'expliquer, alors je vais passer du nautique à l'automobile, c'est un moteur. L'économie, c'est un moteur, je crois l'avoir déjà dit. Ce moteur, il tourne à une certaine vitesse. Quand on met du carburant, quand on appuie sur l'accélérateur, ben, ça tourne plus vite. Si on lève le pied, il va tourner un peu moins vite. C'est ça la politique monétaire. Alors plus concrètement, on le voit bien, si j'augmente les taux, je vais avoir mécaniquement, en tant que client, emprunteur, un peu plus d'agitation. Les taux sont bas, j'emprunte. Les taux commencent à s'élever, je vais peut-être réfléchir un peu plus avant d'acquérir une nouvelle voiture, un nouveau téléviseur. Quelque part, lorsqu'on vient augmenter les taux, on lève le pied de l'accélérateur, on vient ralentir l'économie. Et ralentir l'économie, c'est un impact direct. Et à l'inverse, hein, si on baisse les taux, le crédit est facile, on va accélérer l'économie. Alors accélérer l'économie, ralentir l'économie, donc je l'ai dit, par le canal des crédits, il y a d'autres canaux de transmission, j'y reviendrai un jour sur les canaux de transmission de la politique monétaire, mais c'est un canal principal par le canal des taux d'intérêt. Je ralentis ou j'accélère l'économie, c'est ça les décisions de politique monétaire, c'est ça l'objectif de la politique monétaire. Et quand on ralentit l'économie, on ralentit globalement le fonctionnement, on a le classique duo offre-demande qui va aussi ralentir, puisque la demande va ralentir. Je fais moins de crédit, j'achète moins, je diminue la demande. Je diminue la demande, je rééquilibre l'offre-demande, l'offre étant devenant possiblement en tout cas, plus importante que la demande, on va avoir moins de concurrence, les prix baissent. Aujourd'hui, on est dans un dispositif, à Mayotte, on le sait, hein, si on revient sur Mayotte, la demande aujourd'hui, elle est plus importante que l'offre. Ah oui. Alors, au niveau national, le 2% dont je parle et la politique monétaire, c'est au niveau national. Bien sûr, évidemment. Mais peut-être regardons un peu Mayotte. C'est pour ça qu'on a ce phénomène aussi de vie chère. Parce qu'à Mayotte, on a une demande qui est supérieure à l'offre. Donc, entreprise, j'ai 3 personnes ou 4 personnes qui frappent à ma porte, je vais prendre celui qui va payer le plus cher. Enfin là, on est dans un fonctionnement vraiment classique, basique d'économie, d'équilibre offre et demande. Alors l'inflation qui est escalée sur notre département, quel impact elle a justement sur l'économie? L'INSEE vient de rendre une note d'explication sur la situation en 2019 en disant qu'il y avait un peu plus de 2 milliards de valeur produite à Mayotte, de chiffre d'affaires produit, et que la valeur ajoutée était de l'ordre de 600 millions d'euros. En période d'inflation, comme on l'a vu depuis une année maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre sur le rapport qui viendra et sur le fonctionnement de notre économie? Alors, sur le fonctionnement de l'économie mahoraise, et quelque part, je donnais une partie de la réponse avec la demande qui était supérieure à l'offre. Hein, parce qu'effectivement, on a vraiment un rapport offre-demande, me semble-t-il. On n'a pas de chiffres très clairs pour le préciser, mais je pense qu'on le vit tous. Faites appel à un artisan. Bien sûr, c'est compliqué. Donc on a une demande qui globalement est supérieure à l'offre, hein, on sait pourquoi, on a des projets qui se lancent, et tant mieux, enfin, c'est ce qui va faire l'économie. Cette économie aujourd'hui, elle est portée par les grands projets, par les administrations. Je crois que l'étude de l'INSEE le disait, hein, principalement. Bien sûr. Même si la on commande a publique. Voilà, la commande publique. Même si on a une consommation des ménages, il faut le souligner, qui est un moteur important aussi de cette croissance. Donc en termes de chiffre d'affaires, on voit bien, et nos études le montrent, lorsqu'on interroge les chefs d'entreprise, les prévisions en matière d'activité, il n'y a pas d'impact.
Il n'y a pas d'impact parce que nous sommes à Mayotte. Et parce qu'on est dans cette dynamique dont on parle souvent à Mayotte. Ce besoin de se développer. Ce besoin de se développer amène de l'activité pour les entreprises, amène ces grands projets qui amènent de l'activité, enfin si on veut être complet. Bien sûr, bien sûr. Donc le chiffre d'affaires, il va rester en progression. Il va continuer à progresser pour les prochaines années. La valeur ajoutée, quelque part, c'est un peu mécanique. Elle va aussi... Et la valeur ajoutée, c'est important, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est la création de richesse, ça, oui. Hein. C'est la création de richesse, le chiffre d'affaires. C'est ce qui reste quand on a tout payé, en réalité. C'est ce qui reste, c'est ce qui va être redistribué entre l'État, les impôts, le personnel, et puis les investissements. Ce qui va permettre l'investissement, ou en tout cas ce qui va rester dans l'entreprise pour l'investissement. Donc c'est important, cette notion de valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée devrait mécaniquement, je pense, effectivement continuer à évoluer. Ce qui peut être impacté, et ce qui sera impacté, ce sont les marges des entreprises. Parce qu'effectivement, les prix ce qu'on appelle des intrants, enfin de leur matière, de tout ce qu'elles achètent, effectivement prend de la valeur. Là, il y a un débat sur la répercussion sur les prix de vente. Hein. On sait que certaines entreprises ont plus de facilité que d'autres à répercuter. Mais vous entendez bien, les entreprises du bâtiment qui ont signé un contrat il y a 3 mois, il y a tout un sujet autour des clauses de révision de prix. Enfin, on rentre dans des débats un peu complexes, mais en tout cas, ce que l'on attend comme impact possible, c'est la baisse des marges. Tant qu'elle n'affecte pas, tant qu'elle reste positive, j'ai envie de dire, il n'y a pas de conséquences majeures. Nous pensons que les marges globalement vont rester positives pour les entreprises et vues dans leur ensemble, même si elles sont quelque peu impactées. Si les marges sont quelque peu impactées, ça pourrait limiter l'investissement, mais nous n'y croyons pas. Sur Mayotte, on a des prévisions d'investissement. C'est plus de la moitié des chefs d'entreprise aujourd'hui interrogés, hein, enfin, sur les échantillons d'entreprises un peu significatives, qui nous disent vouloir investir dans l'année qui vient. Donc on a vraiment cette dynamique qui reste une grande force de Mayotte. Donc il faut être optimiste. Quand bien même si les prix augmentent ou le ressenti dans le supermarché est gloops à la caisse, il faut rester optimiste. Oh, je ne sais pas si on doit ou il faut, mais en tout cas on essaie de donner tous les éléments qui vont vous permettre de faire le choix. Merci beaucoup Patrick Roissando de cette note d'espoir quand même pour finir dans quelques jours, l'année. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.